Top 9. La cérémonie de l'étoile du matin des Skiddy Pony. D'un rituel qui revendiquait le monde entier, nous traversons le Pacifique jusqu'aux grandes plaines d'Amérique du Nord, où une cérémonie revendiquait quelque chose d'encore plus grand, fonctionnait selon un calendrier établi par les planètes, et exigeait de ses praticiens qu'ils suivent l'orbite de Mars avec une précision à l'œil nu sur plusieurs années. La cérémonie de l'étoile du matin des Skiddy Pony. Longtemps avant l'aube, ils attachent une jeune femme à un échafaudage face à l'est. Elle a été capturée lors d'un raid et traitée avec cérémonie et respect pendant des mois. Bien nourrie, vêtue de vêtements rituels, ayant toutes les raisons de croire qu'elle a été honorée. Alors que l'étoile du matin s'élève vers une position spécifique sur l'horizon oriental, la cérémonie commence. Ce qui suit se termine en quelques secondes. Ce qui l'a précédé a demandé des mois de calcul car la cérémonie ne pouvait pas avoir lieu n'importe quel matin. Elle exigeait qu'une planète spécifique, Mars, soit dans une relation particulière avec une autre, Vénus, et les Skiddy Ponies suivaient cette relation à l'œil nu depuis des années. La cérémonie de l'étoile du matin est documentée avec une précision ethnographique extraordinaire par James R. Murray, un érudit Pawnee d'origine partielle Skiddy, qui a consigné l'intégralité des procédures rituelles, des chants, du contexte cosmologique et du contenu des ballots sacrés entre 1912 et 1921. Son travail a été publié à titre posthume sous le titre Ceremony of the Pawnee par la Smithsonian Institution Press en 1981. L'analyse astronomique du calendrier de la cérémonie a été menée par Von Del Chamberlain dans When Stars Came Down to Earth, Cosmology of the Skiddy Pawnee Indians of North America, publié en 1982. La dernière célébration confirmée fut la mise à mort d'une jeune fille, Oglala Lakota, de 14 ans, en 1838, dont a témoigné le missionnaire John Dunbar, dont le récit fut publié plus tard dans le Kansas Historical Quarterly. Mars complète sa période synodique, l'intervalle entre deux positions identiques successives par rapport à la Terre, en environ 780 jours, soit près de 2 ans et 3 mois. Programmer une cérémonie pour qu'elle coïncide avec une apparition matinale spécifique de Mars nécessite de tenir un registre d'observation continue des positions planétaires sur plusieurs années. L'analyse de Chamberlain a confirmé que la cérémonie était calée sur l'apparition matinale de Mars après la conjonction solaire, idéalement lorsque Mars était proche de sa luminosité maximale et s'approchait de Vénus dans le ciel d'avant l'aube. Les Skiddy possédaient les outils pour effectuer ce calcul. Une peau de bison peinte, faisant aujourd'hui partie de la collection du Field Museum de Chicago, est l'une des seules cartes astronomiques amérindiennes confirmées datant d'avant le contact, représentant les Pléiades, la ceinture d'Orion, la Voie lactée et des étoiles brillantes, spécifiques dans des configurations conformes à la tradition cosmologique Skiddy. Murray a recensé 16 chants rituels distincts, associés à la cérémonie, chacun correspondant à une phase procédurale spécifique de la préparation. Un niveau de codification musicale et procédurale comparable en structure au Shatapatha Brahmana védique. Chamberlain a identifié que l'étoile du matin dans la cosmologie Skiddy ait été comprise comme une figure de guerrier ayant créé le monde en capturant et en sacrifiant l'étoile du soir, ce qui signifie que la cérémonie humaine n'était pas comprise comme un sacrifice à une divinité, mais comme une reconstitution de l'acte créateur originel du cosmos. Le récit du témoin oculaire, John Dunbar, en 1838, décrit la construction de l'échafaudage, la posture de la victime, le tir à l'arc et le rituel subséquent dans des détails conformes à chaque point du dossier ethnographique de Murray, recueilli 65 ans plus tard, auprès d'informateurs qui n'avaient pas accès au récit de Dunbar. Et le chef Pétalé-Charot était personnellement intervenu en 1817 pour sauver une captive en la détachant de l'échafaudage et en l'emportant à cheval. Un acte célébré dans les journaux américains et récompensé par le président Monroe par une médaille d'argent. Pourtant, la cérémonie s'est poursuivie pendant encore 21 ans après son intervention. Les anthropologues et les historiens expliquent la cérémonie de l'étoile du matin comme un rituel cosmologique complexe dans lequel les Skiddy reconstituaient la création mythologique du monde par la confrontation sacrée des forces célestes.
Le calendrier astronomique reflète une connaissance indigène sophistiquée des cycles planétaires développés par des générations d'observations systématiques du ciel. La cérémonie renouvelait la fertilité cosmique et agricole, reliant la communauté humaine à l'acte créateur fondateur. En code top 2, la cérémonie du feu nouveau. Aztèque, d'une chambre où l'élite du monde antique allait affronter la mort, nous traversons l'Atlantique jusqu'à une colline du Mexique, où un empire entier s'est rassemblé dans l'obscurité totale, attendant de savoir si le soleil se lèverait à nouveau. La cérémonie du feu nouveau aztèque. Chaque feu de l'empire a été éteint. Pas un seul foyer, pas une seule flamme de temple, pas une seule torche parmi des millions de personnes réparties sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Une obscurité totale à l'échelle de la civilisation. On vous a dit que si les prêtres sur la colline au-dessus de vous ne parviennent pas à faire jaillir le feu d'une poitrine humaine avant l'aube, les étoiles descendront et le monde prendra fin. Vous attendez. Les Pléiades n'ont pas encore atteint le zénith. Vous attendez depuis des heures. La colline s'appelait Huixachtlan, la colline de l'étoile, juste à l'extérieur de la capitale aztèque Tenochtitlan, dans ce qui est aujourd'hui Mexico. La cérémonie s'appelait Toxiumolpili et sa dernière célébration entièrement documentée a eu lieu en 1507 après Machi Nachasis. Elle est rapportée avec une précision extraordinaire par le frère franciscain Bernardino de Sahagún dans le Codex de Florence achevé en 1577 et par le frère dominicain Diego Duran dans son Livre des dieux et des rites, écrit entre 1176 et 1579. Tous deux ont travaillé avec des informateurs indigènes ayant un souvenir vivant de l'événement. Le Codex aztèque Borbonicus préserve le cadre calendaire qui régissait le moment où la cérémonie était requise. Le calendrier aztèque fonctionnait sur 2 cycles simultanés, une année solaire de 365 jours et une année rituelle de 260 jours qui ne se synchronisaient qu'une fois tous les 52 ans. Ce point de convergence s'appelait le Xiumolpili et il représentait le moment où le monde actuel continuait ou s'arrêtait. Sahagún décrit dans le Codex de Florence qu'à la fin de chaque cycle, toutes les pierres du foyer étaient jetées, toutes les idoles domestiques abandonnées et tous les feux éteints dans tout l'Empire, un effacement rituel total de tout ce qui existait auparavant. Duran rapporte que les femmes enceintes étaient masquées de feuilles de maguey pour les empêcher de se transformer en démons si le soleil ne se levait pas, ce qui suggère que les enjeux théologiques étaient compris comme littéraux plutôt que symboliques. La cérémonie ne pouvait commencer que lorsque l'amas d'étoiles des Pléiades atteignait le zénith exact du ciel à minuit. Les prêtres sur la colline fonctionnaient comme des astronomes, et l'alignement stellaire déterminait si le rituel était autorisé à se poursuivre. Lorsqu'il avait lieu, le feu nouveau était foré dans la poitrine d'une victime sacrificielle, choisie spécifiquement pour le présage de son signe de naissance. La flamme était allumée dans la cavité thoracique ouverte, puis transportée par des coureurs dans tous les coins de l'Empire. Les fouilles archéologiques d'Alfonso Caso sur la colline de l'Étoile dans les années 1940 ont confirmé des brûlages cérémoniels et des dépôts votifs tout à fait cohérents avec le rituel décrit. Et la cérémonie exigeait également de briser et de jeter tous les récipients en céramique de l'Empire. L'un des plus grands actes coordonnés de destruction matérielle volontaire de l'histoire de l'humanité, exécuté simultanément par des millions de personnes dans l'obscurité. Les archéologues et les anthropologues expliquent la cérémonie du feu nouveau comme un rituel d'État sophistiqué conçu pour renforcer l'autorité impériale et renouveler le contrat social entre la population et la classe dirigeante sacerdotale. L'angoisse cosmologique authentique à la fin du cycle de 52 ans était réelle au sein de la théologie aztèque, et la cérémonie servait à réinitialiser publiquement la relation entre l'humanité et les dieux. L'extinction coordonnée du feu, selon ce point de vue, démontre la portée administrative remarquable de l'État aztèque, plutôt que quoi que ce soit d'autre. Mais la portée administrative n'explique pas la précision astronomique. Le calcul du zénith des Pléiades n'était pas un accessoire que la cérémonie adaptait à sa guise. C'était la condition qui déterminait si la cérémonie pouvait même commencer. Le rituel a été construit pour servir l'astronomie et non l'inverse. Et cela soulève une question que certains chercheurs estiment n'avoir pas été pleinement examinée.
Que savaient les prêtres astronomes aztèques sur cet intervalle spécifique de 52 ans qui les rendait suffisamment certains que le calcul tiendrait toujours pour y engager la survie du monde? Le cycle du Xiumolpilli s'aligne sur le cycle astronomique de Vénus d'une manière suggérant que les prêtres aztèques suivaient le mouvement planétaire avec une précision que nous n'avons pas encore totalement cartographiée. Les Espagnols sont arrivés en 1919, 12 ans avant le prochain calcul. Nous ne saurons peut-être jamais ce que la cour aztèque a pensé de ce timing, mais la question plane dans l'air au-dessus de cette colline obscurcie comme de la fumée. Top 3, la Capacocha Inca. D'une colline au Mexique où le feu renaissait d'une poitrine humaine, nous montons des milliers de mètres plus haut, là où les Incas transportaient ce qu'ils considéraient comme leur offrande la plus précieuse jusqu'au bord du ciel. La Capacocha Inca. Elle avait environ 13 ans. Elle avait été choisie dans son village, honorée, festoyée, vêtue des tissus les plus fins produits par sa civilisation, et on lui avait dit qu'elle allait vivre avec les dieux. Elle a gravi le sommet de l'une des plus hautes montagnes du monde. Puis elle s'est assise, et elle ne s'est plus jamais relevée. 500 ans plus tard, les archéologues l'ont trouvée exactement là où ils l'avaient laissée. La peau intacte, les cheveux encore tressés, son dernier repas encore dans son estomac. Son expression portait quelque chose que chaque chercheur ayant étudié son visage a décrit de la même manière. Elle semblait s'être simplement endormie. La montagne était le volcan Lulayaco, dans la province de Salta, en Argentine, à 6731 mètres d'altitude, le site archéologique le plus élevé jamais découvert sur Terre. La jeune fille connue sous le nom de la Demoiselle a été découverte le 16 mars 1999 par une expédition conjointe argentine et péruvienne dirigée par l'archéologue Johann Reinhardt et l'anthropologue Constanza Cerruti. Elle n'était pas seule. Deux autres enfants ont été trouvés avec elle, un garçon et une fille, chacun âgé d'environ 7 ans, connus sous les noms de Le Garçon et la Fille de la Foudre. Ensemble, les trois enfants de Lulayaco comptent parmi les restes humains les mieux conservés au monde. Une étude marquante analysant la chimie de leurs cheveux a été publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences en 2013 par Andrew Wilson et ses collègues de l'Université de Bradford. L'analyse des cheveux a raconté une histoire que les archives cérémonielles n'avaient que partiellement préservée. Elle a retracé le régime alimentaire de la demoiselle pendant les 12 derniers mois de sa vie et a révélé une augmentation nette et mesurable de la consommation de coca et d'alcool à l'approche de sa mort. Sa consommation de coca a augmenté d'environ 400% au cours de l'année précédant son décès, le pic le plus important se concentrant sur ces dernières semaines. L'étude a confirmé qu'elle était morte d'hypothermie alors qu'elle était sous sédation. Aucun traumatisme physique, aucun signe de lutte, aucune indication dans ses tissus ou sa posture de quoi que ce soit ressemblant à de la peur. Ses vêtements étaient faits de tissu kumbi tissé à 120 fils par centimètre, le textile de statut le plus élevé de l'Empire Inca, porté exclusivement par la royauté et les divinités. Elle avait été habillée, à tous les égards mesurables, comme un dieu. Les cérémonies de la Capacocha étaient programmées lors d'événements impériaux spécifiques. La mort d'un Sapa Inca, un couronnement ou une victoire militaire, comme l'a documenté Cristobal de Molina dans sa Relation de las Fábulas y Rito de los Incas, écrite vers 1575. Et ce n'étaient pas des événements isolés. L'inventaire continu des sommets andins, effectué par Johann Reinhardt, a documenté plus de 115 sites cérémoniels Inca de haute altitude dans 6 pays, établissant la Capacocha comme une pratique systématique à l'échelle de l'Empire, exercée aux altitudes les plus élevées que le corps humain puisse atteindre. Les archéologues et les anthropologues considèrent la Capacocha comme la forme d'offrande la plus sacrée des Incas, réservée aux transitions impériales les plus importantes. Les enfants étaient perçus non pas comme des victimes, mais comme des messagers divins, et leur sélection était considérée comme un honneur pour leur famille et leur communauté, qui recevaient en retour un statut social élevé. Le rituel reflète la croyance cosmologique inca, selon laquelle les esprits de la montagne, les apus, exigeaient le cadeau le plus précieux possible. L'usage de la coca et de la chicha était conforme aux pratiques cérémonielles des cultures andines en général.
Mais les données isotopiques contiennent quelque chose que le cadre cérémoniel ne peut pas totalement expliquer. La sédation croissante sur 12 mois, non pas des heures ou des jours, mais une année entière, suggère que les Incas avaient mis au point un protocole pharmacologique pour accompagner un enfant à travers une préparation prolongée à la mort. Ce n'est pas seulement une cérémonie, c'est une connaissance médicale appliquée à une fin rituelle avec une précision encore mesurable 5 siècles plus tard dans un simple brin de cheveux. Selon certains chercheurs, la question soulevée par les données isotopiques n'est pas de savoir si cela s'est produit, mais celle-ci. Qui a conçu ce protocole? Comment l'ont-ils perfectionné au fil des générations? Et qu'est-ce que les Incas comprenaient d'autre sur la chimie de la conscience humaine que nous n'avons pas encore trouvé consigné par écrit? Nous ne récupérerons peut-être jamais ce savoir, mais la demoiselle est toujours là, à 6731 Mena, avec la réponse verrouillée dans ses tissus. Top 4. Les rituels des momies des tourbières. Des sites sacrificiels les plus hauts du monde, nous descendons sous la surface de la Terre dans les eaux sombres de l'Europe du Nord, où les tourbières gardaient leurs morts d'une manière différente et tout aussi impossible. Les rituels des momies des tourbières. Lorsque les coupeurs de tourbe danois l'ont trouvé en 1950, il semblait dormir. Les yeux fermés, l'expression reposée, un bonnet de cuir encore sur la tête. La police a été appelée car il semblait de date récente. Ce n'était pas le cas. Il gisait dans la tourbière depuis environ 2300 ans, et autour de son cou se trouvait un nœud coulant en cuir tressé, serré au point d'avoir comprimé sa gorge de façon permanente. Quelqu'un l'avait tué avec soin, puis l'avait placé dans l'eau avec ce qui a semblé à tout enquêteur, médico-légal l'ayant étudié moins, comme un abandon de corps que comme une mise en scène. Il a été trouvé à Tollanfen, dans le Jutland, au Danemark, et il est connu sous le nom de l'homme de Tolland. L'archéologue Peter Globe a dirigé l'enquête ultérieure détaillée dans son livre Les hommes des tourbières, publié en 1969. Un second corps, l'homme de Lindau, a été trouvé le 1er août 1984 à Lindau Moss, dans le Cheshire, en Angleterre, par des coupeurs de tourbes commerciaux. L'analyse médico-légale a été menée par Don Brothwell, du Musée d'histoire naturelle de Londres. Au cours des décennies suivantes, l'anthropologue Miranda Aldous Green a synthétisé le modèle plus large à travers des centaines de découvertes européennes dans son livre Dying for the Gods, publié en 2001. Le modèle qui a émergé n'était pas celui d'un crime, c'était celui d'une cérémonie. Plus de 700 momies des tourbières ont désormais été documentées en Europe du Nord dans une étude initiée par Alfred Dick et étendue par la suite par plusieurs équipes de chercheurs. L'homme de Tolland avait consommé un dernier repas identifié par le botaniste Hans Hellbeck comme une bouillie spécifique d'orge, de graines de lin et de graines de plantes sauvages. Un mélange sans avantage nutritionnel, suggérant que son contenu était symbolique plutôt que pratique. L'homme de Lindau, daté par radiocarbone entre environ 2 GC et 119 après JTC, est mort de 3 causes simultanées, un coup au crâne, une strangulation et un égorgement. Don Brothwell a décrit cette combinaison comme un acharnement délibéré, un niveau de redondance qui ne pouvait être qu'intentionnel. L'analyse a également confirmé que l'homme de Lindau avait consommé du pollen de gui dans ses dernières heures, une plante sacrée dans la tradition druidique. L'homme de Grobal, daté d'environ 310 à 55 JC au Danemark, a eu la gorge tranchée d'une oreille à l'autre d'un seul geste précis, et ses mains ne présentaient aucune blessure défensive ni aucune callosité. Il n'avait pas passé sa vie à faire des travaux manuels. Miranda Aldous Green a identifié un motif constant sur 12 momies des tourbières. Un positionnement délibéré et mise en scène au bord de la tourbière, toujours face vers le haut, toujours placée à la limite entre la terre et l'eau, toujours avec ce qu'elle décrit comme du soin. L'analyse des cheveux de la fille d'Aidid trouvée aux Pays-Bas est datée d'environ 54 J à 128 âpres. JMNC a révélé des périodes alternées de mauvaise et de bonne nutrition, s'étendant sur des mois avant sa mort, suggérant une préparation rituelle prolongée plutôt qu'un meurtre soudain. Et les derniers repas de plusieurs momies
des tourbières contenaient le même mélange de plantes sauvages non comestibles, des graines qui ne poussent que sur un sol remué ou brûlé, une cohérence botanique à travers les siècles et la géographie que personne n'a pleinement expliquée. Les archéologues et les anthropologues interprètent généralement les mises à mort des tourbières soit comme une exécution judiciaire, une punition pour une transgression dans des sociétés qui utilisaient les tourbières comme site de dépôt sacré, soit comme un sacrifice rituel lié au rite de fertilité agricole de l'âge du fer. Tacite, écrivant dans La Germanie vers 98 après Picquery, Jersey, a rapporté que les peuples germaniques jetaient les lâches et ceux qui s'étaient déshonorés dans les tourbières, ce qui a servi de principal ancrage textuel pour la théorie de l'exécution criminelle. Ce sont des explications cohérentes fondées sur des preuves documentées. Mais les criminels de Tacite n'ont pas les mains manucurées. Ils ne mangent pas de dernier repas rituel spécifique préparé avec des plantes non comestibles. Ils ne portent pas de manteau coûteux et ils ne sont pas tués 3 fois simultanément. Un niveau de coordination procédurale qui nécessite plusieurs praticiens travaillant à partir d'une même formule et non une improvisation. Selon certains chercheurs, dont Anne Ross et Don Robbins, dans The Life and Death of a Druid Prince, publié en 1989, certaines momies des tourbières pourraient avoir été des sacrifices volontaires ou semi-volontaires. Des individus dont la mort ritualisée était comprise comme un don à la terre plutôt que comme une punition infligée à un criminel. Si cette interprétation tient, les tourbières ne sont pas des scènes de crime. Elles sont quelque chose de plus étrange. Les archives d'une théologie dans laquelle l'acte de dévotion le plus élevé était l'offrande structurée de la chose la plus précieuse disponible. La question qui demeure, et à laquelle nous ne pourrons peut-être jamais répondre, est de savoir quelle institution transmettait cette formule à travers les siècles et sur des centaines de kilomètres. Maintenant constant, la triple mort, le dernier repas spécifique et le placement soigneux à travers des générations de praticiens qui n'ont jamais laissé la moindre trace écrite. Top 5. Le rituel funéraire. Scythe. Des eaux sombres de l'Europe du Nord, nous voyageons vers l'Est jusqu'à la Baroud steppe d'Asie centrale, où un historien grec a rapporté un rituel si précis que les érudits l'ont rejeté comme une fantaisie pendant 2000 ans jusqu'à ce que l'archéologie confirme chaque détail. Le rituel funéraire scythe. Vers 440 avant J, l'historien grec Hérodote a consigné quelque chose dont il avait été témoin ou qui lui avait été rapporté par des sources fiables, et personne ne l'a cru pendant très longtemps. Il a décrit des funérailles pour un roi scythe, impliquant l'étranglement des serviteurs du roi, le montage de leurs corps sur des chevaux morts, formant un cercle autour du tumulus funéraire, puis l'enfermement des personnes en deuil à l'intérieur d'une petite tente de feutre tendue sur une structure de 3 bâtons, en versant des graines de chanvre sur des pierres chauffées, jusqu'à ce que la fumée à l'intérieur de la tente pousse les occupants à pousser des cris de plaisir. Les érudits y voyaient une exagération grecque. Puis des archéologues ont ouvert les tumulus, et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur n'était pas une exagération, c'était un rapport de terrain. Les Scythes, c'étaient peut-être des pasteurs nomades qui ont dominé la steppe eurasienne d'environ 700 à 300 dinars s'étendant de la côte de la mer Noire aux montagnes de l'Altaï, dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie. Leurs morts étaient enterrés dans des monticules de terre appelés kourganes, et les kourganes ont préservé ce qu'aucun écrit n'avait été jugé digne de transmettre. L'archéologue soviétique Sergei Rudenko a fouillé les kourganes de Pazyryk dans les montagnes de l'Altaï à partir de 1947 et a trouvé à l'intérieur du kourgan 2 de Pazyryk quelque chose qui a rendu le passage d'Hérodote soudainement tout à fait lisible. Un chaudron en bronze contenant des graines de chanvre, une structure basse de bâton correspondant exactement à la description de la tente, et des revêtements de cuir conformes au récit d'Hérodote dans chaque détail architectural. Une description écrite en Grèce au VIe siècle à Versh J.C. venait d'être confirmée par des preuves matérielles 2400 ans plus tard. En 2017, des archéologues allemands et russes fouillant un site funéraire scythe dans le Caucase ont publié une analyse chimique de 2 vases en or ornés dans la revue Science Advance. Le résidu à l'intérieur des 2 vases a confirmé la présence simultanée de cannabis et d'opium,
suggérant que le rituel pouvait combiner plusieurs substances psychoactives dans une seule préparation plutôt que le cannabis seul. Au Kourgan d'argent à Touva, en Russie, étudié par Konstantin Chougounov, les archéologues ont trouvé 14 sacrifices humains enterrés avec le roi et 160 chevaux disposés en cercle concentrique autour de la sépulture, ce qui concorde avec le récit d'Hérodote sur l'échelle des funérailles royales scythes dans chaque détail mesurable. L'analyse par spectrométrie de masse par accélérateur des restes de chevaux sur plusieurs sites de Kourgan a confirmé que les animaux avaient été tués simultanément et non enterrés progressivement au fil du temps, confirmant le sacrifice rituel de masse plutôt qu'une accumulation successive. Les Kourganes de Pazyryk ont également conservé des textiles en fibres de cannabis, suggérant que la plante occupait une place centrale dans la culture matérielle scythe qui s'étendait bien au-delà du contexte funéraire. Renat Roll, dans The World of the Scythians, publié en 1989, a documenté que les sépultures de serviteurs montés, des corps de serviteurs étranglés, placés sur des chevaux morts autour du périmètre de la tombe du roi, ont été confirmés sur plusieurs sites à travers la steppe, dans la formation exacte décrite par Hérodote. Les historiens et les archéologues acceptent désormais les pratiques funéraires scythes comme confirmées. Le rituel du cannabis est compris comme une cérémonie de deuil et de purification dans laquelle la modification de la conscience servait à traiter la mort du roi et à faciliter la transition entre les mondes. Les sacrifices de chevaux et d'humains reflétaient quoi les croyances scythes en une vie après la mort, exigeant que le roi arrive équipé de tout ce qu'il possédait de son vivant. La forme rituelle spécifique a été façonnée par la logique pratique et symbolique de la culture nomade des steppes, et la confirmation d'Hérodote est traitée comme une réhabilitation archéologique remarquable, mais finalement circonscrite. Mais la confirmation d'Hérodote soulève une question que les historiens ont été plus lents à aborder. S'il avait précisément raison au sujet de la tente de cannabis, précisément raison au sujet des serviteurs montés et précisément raison au sujet des cercles de chevaux, qu'y a-t-il d'autre dans le livre 4 des histoires, qui contient également des récits de pratiques scythes impliquant d'étranges créatures gardant de l'or à l'est et de peuples vivant au-delà du vent du nord, qui mériterait une seconde lecture moins systématiquement méprisante. Selon certains chercheurs, dont Roll, le rituel du cannabis n'était peut-être pas purement funéraire. Il pourrait avoir représenté une pratique de conscience continue, une méthode supposée pour maintenir la communication avec le roi défunt par-delà la frontière de la mort grâce à des états modifiés prolongés. Si la tente et le chanvre formaient un système complet pour atteindre quelqu'un qui n'était plus en vie, la question devient non pas de savoir si la technologie fonctionnait comme prévu, mais ce que les Scythes croyaient recevoir de l'autre côté et combien de fois ils croyaient que cela avait fonctionné auparavant. Top 6. Le rituel tibétain du Chöd. D'un rituel conçu pour atteindre les morts par la fumée et la vapeur, nous voyageons vers le sud jusqu'au Tibet, où un rituel conçu pour détruire entièrement le soi est pratiqué seul à minuit dans des cimetières avec des instruments faits d'os humains depuis 9 siècles. Le rituel tibétain du Chöd. Il est minuit. Vous êtes seul dans un cimetière au Tibet et vous tenez une trompette faite d'un fémur humain dans une main et un petit tambour fait de 2 crânes humains joints dans l'autre. Vous commencez à jouer. Puis, en utilisant une technique de visualisation perfectionnée au cours de 9 siècles, vous démontez mentalement votre propre corps, pièce par pièce, et l'offrez aux démons que vous avez invoqués, en les invitant à vous consommer complètement. Le but n'est pas de sortir intact de l'expérience. Le but est d'émerger sans qu'il ne reste rien à quoi la peur puisse s'accrocher. Le rituel s'appelle Chöd, ce qui signifie couper en tibétain. Et il a été systématisé par une mystique nommée Mashig Labdrön, qui a vécu d'environ 1055 à 1149 après Nojimansé et a transmis la pratique par une lignée qui se poursuit jusqu'à nos jours. La première documentation occidentale étendue est venue de l'exploratrice franco-belge Alexandra David Néel, qui a été témoin et a partiellement suivi la formation au Chöd au Tibet dans les années 1910 et 20 et a publié ses récits dans Mystique et magicien du Tibet en 1929.
L'analyse académique a ensuite été approfondie par Geoffrey Samuel dans Civilized Shamans en 1993 et par la traduction de l'explication complète de Mashig par Sarah Harding en 2003. Les instruments utilisés dans le churd ne sont pas métaphoriques. Le kangling, la trompette en fémur, est traditionnellement fabriqué à partir du fémur d'une personne décédée de mort violente ou de maladie, spécifiquement pour invoquer la réalité de la mort plutôt que sa représentation. Des exemples confirmés datant du XVIIe siècle sont conservés dans la collection du Rubin Museum of Art à New York. Le damaru, le tambour en crâne, est traditionnellement construit à partir des crânes joints d'un homme et d'une femme décédés simultanément, symbolisant l'union des contraires au moment de la dissolution. David Nehel a confirmé avoir vu des praticiens utiliser de véritables instruments en os humains pendant son séjour au Tibet. Elle a également documenté le cas d'un praticien effectuant le chöd en continu pendant 7 jours dans un charnier sans nourriture ni sommeil, en ressortant avec des changements psychologiques qu'elle ne pouvait expliquer par aucun cadre disponible à l'époque. La tradition textuelle complète du chöd est préservée dans le Jessico de Beccari Tishom's Score, traduit par Sarah Harding, et les instructions de visualisation qu'il contient sont assez précises pour constituer une procédure psychologique reproductible, assez spécifique pour que des chercheurs modernes, notamment dans des travaux revus par le Journal of Transpersonal Psychology, aient identifié des parallèles structurels entre les techniques de visualisation du chöd et les protocoles contemporains de thérapie d'exposition pour traiter les troubles de peur sévères et les traumatismes. Geoffrey Samuel a documenté dans Civilized Shaman que le chöd était spécifiquement conçu pour être pratiqué dans des lieux de peur psychologique maximale. Charniers, sites d'exécution, lieux associés à la peste, parce que le rituel ne fonctionne que lorsque la terreur authentique est présente comme matière première. Pas une terreur simulée, mais la vraie. Et Mashig Labdrön détient une distinction unique dans toute l'histoire de la transmission bouddhiste. Elle est la seule enseignante tibétaine à avoir créé une tradition qui a été retransmise en Inde depuis le Tibet, inversant le sens normal de l'échange. Les érudits indiens auraient reconnu ces enseignements comme plus avancés que la pratique indienne existante, un jugement sans précédent dans l'histoire intellectuelle bouddhiste. Les spécialistes des religions expliquent le chöd comme une technique de méditation bouddhiste vajrayana enracinée dans la tradition philosophique de la prajnaparamita, perfection de la sagesse. La visualisation de l'offrande de son propre corps au démon est comprise comme un exercice conçu pour dissoudre l'attachement à l'ego et à la forme physique, en affrontant l'impermanence de près. Les instruments en os humain et les décors de charnier servent la fonction psychologique de forcer les praticiens à un contact direct avec la mort, en accord avec les objectifs contemplatifs bouddhistes. C'est dans ce cadre une psychologie spirituelle sophistiquée, opérant au sein d'une tradition théologique cohérente. Mais l'explication courante et les praticiens eux-mêmes décrivent le même objectif en des termes presque identiques. Et ni l'un ni l'autre ne peut expliquer totalement ce que la pratique produit systématiquement. Des maîtres tibétains médiévaux aux observateurs occidentaux du XXe siècle, les récits documentés à travers 9 siècles décrivent le même résultat. Une rencontre avec quelque chose dans le charnier que les praticiens vivent systématiquement comme n'étant pas généré par leur propre imagination. Que cette cohérence reflète une réponse neurologique partagée à des stimuli spécifiques, fréquence des instruments en os, terreur authentique, manque de sommeil, isolement, ou quelque chose qui n'a pas de nom dans le vocabulaire dont nous disposons actuellement, certains chercheurs estiment que la question mérite un examen plus rigoureux qu'elle n'en a reçu. Si le chöd représente, comme l'a proposé Geoffrey Samuel, une ancienne technologie de conscience chamanique que Mashig Labdrön a encodée dans un cadre philosophique bouddhiste pour la préserver à travers les siècles, alors la question devient, quel âge a la technologie de base? Et qu'était-elle avant qu'elle ne la trouve? Parce que ce qu'elle a transmis a survécu intact pendant 900 ans. Et quelque chose d'aussi durable l'est généralement pour une raison. Top 7. Le torobol des cimetières de minuit de l'Himalaya. Nous voyageons vers l'ouest jusqu'à l'empire ensoleillé de Rome, où un rituel qui précède le christianisme de 2 siècles était pratiqué dans une fosse de sang,
en utilisant le même vocabulaire théologique promettant le même dénouement éternel. Le Torobol. Vous descendez dans une fosse creusée dans la terre. Les murs sont proches. L'air est immobile. Et au-dessus de vous, un treillis en bois a été posé sur l'ouverture. Un taureau est conduit sur le treillis. Une lance sacrée est levée. Et alors le sang arrive. Non pas une onction symbolique, ni une aspersion d'eau sacrée, mais le plein flot artériel d'un animal mourant qui se déverse à travers les interstices au-dessus de vous, trempant vos cheveux, votre visage levé, votre bouche ouverte. Vous restez là jusqu'à ce que cela s'arrête. Puis vous ressortez. Vous êtes, selon les termes gravés dans la pierre qui sera érigée pour commémorer ce moment, in aeternum renatus, né de nouveau pour l'éternité. Des centaines de ces pierres existent encore. Elles précèdent le premier baptême chrétien d'au moins 2 siècles. Le rituel s'appelait le Taurobol et il était pratiqué dans des sanctuaires dédiés à Cybèle, la Grande Mère, à travers l'Empire romain. La pratique est documentée dans plus de 100 inscriptions latines subsistantes, concentrées dans le sud de la Gaule, en Espagne et à Rome, et répertoriées dans le Corpus Inscriptionum Latinarum. Le récit littéraire le plus détaillé a été fourni par le poète chrétien Prudence dans son Péristéphanon, écrit vers 405 après un J.C., décrivant la fosse, le treillis de bois, le taureau sacrifié et l'immersion dans le sang, en des termes physiques suffisamment précis pour permettre une reconstruction architecturale de l'espace rituel. La synthèse académique fondamentale a été produite par Martin Vermaseren dans Cybele Anatis, publié en 1977. Le culte de Cybèle fut officiellement introduit à Rome par le Sénat en 204 avant J.C., ce qui en fait l'une des plus anciennes religions à mystère sanctionnées par l'État dans l'histoire romaine, précédant le christianisme de plus de 2 siècles. Les inscriptions rapportant des initiations au Torobol utilisent la formule in aeternum renatus de manière constante à partir du IIIe siècle, né de nouveau pour l'éternité par le sang, par l'immersion, par la mort et l'émergence rituelle. Les Galles, les prêtres de Cybèle, subissaient une castration rituelle dans le cadre de leur propre initiation, comprise comme une reconstitution physique permanente de la mort et de la renaissance d'Attis, le compagnon de Cybèle, une transformation sans équivalent dans toute autre tradition sacerdotale romaine. Tertullien, écrivant vers 200 après JC, a explicitement accusé le diable d'avoir préventivement inspiré les cultes à mystère de Mithra et de Cybèle pour imiter les sacrements chrétiens. Une accusation qui, sans sembler remarquer le problème, confirme que les premiers chrétiens reconnaissaient pleinement le parallèle théologique et étaient suffisamment troublés par la chronologie pour exiger une explication surnaturelle à ce sujet. L'empereur Julien l'Apostate, dans sa tentative de faire revivre le paganisme face à l'État chrétien, ascendant entre 361 et 363 après JC, a beaucoup écrit sur la signification théologique du Torobol, le décrivant comme un véritable mystère de mort et de renaissance, suggérant que le rituel conservait tout son sérieux théologique bien avant dans le IVe siècle. Des fouilles archéologiques sous le Vatican lui-même ont confirmé la présence d'un Phrygianum, un sanctuaire de Cybèle, directement sous la basilique Saint-Pierre, établissant que le site était considéré comme sacré pour la Grande Mère avant de l'être pour la tradition chrétienne. Les érudits classiques expliquent le Torobol comme l'une des nombreuses religions à mystère, offrant le salut personnel et la renaissance qui ont fleuri à travers l'Empire romain du 1er au 4e siècle, après J.C. Les parallèles théologiques avec le christianisme sont attribués à un environnement culturel partagé. Le monde romain était imprégné d'une mythologie de mort et de résurrection, et plusieurs traditions ont développé indépendamment des cadres similaires pour articuler la transformation spirituelle. Le Taurobol représente un engagement romain sophistiqué vis-à-vis des idées religieuses orientales, et non un précurseur ou une imitation de ce qui est venu après lui. Mais le Vatican a été construit directement sur un sanctuaire de Cybèle. Le vocabulaire est identique, la structure rituelle est identique, la chronologie est sans ambiguïté. La formule de renaissance par le sang précède le baptême chrétien d'au moins 2 siècles. À un certain point, selon certains chercheurs, le développement parallèle indépendant
devient une taxonomie inventée pour éviter une question plus inconfortable. Vers quoi ces deux traditions pointaient-elles pour exiger cette structure spécifique? Sang, mort, immersion, renaissance, vie éternelle. Les inscriptions du Torobol enregistraient de nouvelles naissances in aeternum, encore en 376 après J.C., 15 ans avant que Théodose n'interdise les sacrifices païens en 391 après Perm. J.C. Qu'est-il arrivé aux initiés, à la théologie et au sanctuaire souterrain durant ces 15 années, entre la dernière inscription et l'interdiction? Nous ne le saurons peut-être jamais totalement. Mais les pierres sont toujours là et elles disent toujours ce qu'elles disent. Top 8. L'Ashvamedha védique des fosses de sang de Rome. Nous voyageons vers l'Est jusqu'à l'Inde ancienne, où le rituel le plus puissant de la tradition védique revendiquait la souveraineté non pas sur une ville, non pas sur un empire, mais sur tout le monde connu, et ce pendant plus de 3000 ans. L'Ashvamedha védique. Un étalon est consacré, puis il est relâché pendant exactement un an. Il marche partout, où il veut, à travers le sous-continent, et derrière lui suit une armée. Chaque roi sur le territoire duquel le cheval pénètre doit choisir. Se soumettre à l'homme qu'il a relâché ou combattre ses forces sur le terrain. Après 12 mois, le cheval rentre à la maison. Il est sacrifié lors d'une cérémonie décrite dans plusieurs centaines de versets du Shatapatha Brahmana, avec une précision procédurale qui a mis mal à l'aise tous les érudits occidentaux qui l'ont traduit. La reine principale passe une nuit rituelle aux côtés du corps de l'animal abattu. Puis un roi devient, par la logique théologique de la tradition la plus sacrée de la religion védique, le maître du monde. L'Ashvamedha est attesté depuis environ 1119 dans le Rig Veda et est décrit avec une précision médico-légale dans 3 textes védiques majeurs. Le Rig Veda au livre 1, hymne 162-163, le Yajurveda au chapitre 22-25, et de manière plus approfondie dans le Shatapatha Brahmana, chapitre 13, 1, 13-5, qui fournit des instructions rituelles étape par étape, comptant environ 400 directives procédurales individuelles. Des preuves archéologiques, des os de chevaux calcinés dans des fosses à feu rituels, ont été mises au jour à Kalibangan, au Rajasthan, par B.K. Thapar de l'Archaeological Survey of India, lors de campagnes menées dans les années 1960. L'architecture procédurale du rituel n'est pas arbitraire. Il nécessite 16 prêtres ritviques aux rôles spécifiques assignés, 17 poteaux sacrificiels et 360 pots de soma. Des nombres qui correspondent précisément aux divisions de l'année calendaire védique, suggérant que la cérémonie entière était comprise comme une reconstitution du temps cosmique plutôt que comme une démonstration politique. Les hymnes du Rig Veda, traduits par Wendy Doniger dans The Rig Veda and Ontology, publié en 1981, identifient explicitement le corps du cheval au cosmos tout entier. Son souffle est le vent, son œil est le soleil, ses membres sont les divisions de l'année. Les fouilles de B.K. Thapar à Kalibangan ont provisoirement daté le complexe de l'Hôtel du Feu avec des os de chevaux d'environ 2500 J.I.C., ce qui pourrait faire remonter l'origine du rituel 1000 ans avant la composition du Rig Veda, suggérant qu'il pourrait avoir été hérité par la tradition védique de quelque chose de considérablement plus ancien. Les documents historiques confirment des célébrations par Pushyamitra Shunga en 185 Avir J.C. par Samudragupta de l'Empire Gupta au IVe siècle après Mamash. J.J. qui a fait frapper des pièces d'or représentant le cheval sacrifié avec des inscriptions revendiquant la souveraineté mondiale, pièces aujourd'hui conservées au British Museum et au Musée indien de Calcutta, et enfin par Jai Singh II de l'Empire Marathe en 1741 après J.C., pendant le siècle des Lumières, 2 décennies avant la Révolution américaine. Cette dernière célébration porte la tradition documentée de ce rituel unique à environ 3200 ans, selon l'estimation la plus prudente. Les spécialistes des Védas expliquent l'Ashvamedha comme l'expression suprême de la pensée cosmologique et politique védique. Une cérémonie dans laquelle le roi devient temporairement le souverain cosmique en reconstituant l'acte originel de la création.
L'année d'errance libre du cheval cartographie la revendication territoriale du roi dans l'espace géographique, et son sacrifice rend cette revendication au cosmos dont elle est issue. La composante sexuelle du rituel est en comprise comme un rite de fertilité assurant la prospérité du royaume. Sa continuité de 3000 ans reflète sa fonction de cérémonie de légitimation ultime pour tout souverain revendiquant une autorité suprême. Mais l'érudit védique Jan Hesterman, analysant les couches archaïques des textes brahmana dans The Inner Conflict of Tradition, publié en 1985, a soutenu que la cérémonie telle que nous la connaissons montre les traces d'un rituel plus ancien, considérablement plus direct, qui a été reformaté mais pas totalement effacé par des siècles d'édition sacerdotale. Les textes dont nous disposons sont, selon Hesterman, déjà la version épurée. Qu'est-ce qui a été retiré de l'original et pourquoi la tradition sacerdotale a-t-elle jugé nécessaire de mettre cette distance entre la cérémonie et ses origines? Ce sont des questions que les textes eux-mêmes soulèvent sans y répondre. Certains chercheurs ont proposé que l'Ashvamedha préserve, sous une forme élaborée et codée, le souvenir d'une tradition de royauté bien plus ancienne, dans laquelle le droit de régner n'était pas hérité mais prouvé physiquement, et dans laquelle ce que la reine faisait aux côtés du cheval était la véritable revendication territoriale incarnée plutôt que sa représentation symbolique. Hesterman est allé plus loin, affirmant que la tradition sacerdotale védique avait sublimé un système plus ancien dans lequel le roi lui-même, et non un cheval, était l'offrande centrale. S'il a raison, l'histoire de 3000 ans de l'Ashvamedha n'est pas simplement l'histoire d'une cérémonie. C'est l'histoire d'une civilisation plaçant une distance méthodique et soigneuse entre elle-même et quelque chose qu'elle pratiquait autrefois directement, sans jamais l'abandonner tout à fait. Top 9. La cérémonie de l'étoile du matin des Skidi Pony. D'un rituel qui revendiquait le monde entier, nous traversons le Pacifique jusqu'aux grandes plaines d'Amérique du Nord, où une cérémonie revendiquait quelque chose d'encore plus grand, fonctionnait selon un calendrier établi par les planètes et exigeait de ses praticiens qu'ils suivent l'orbite de Mars avec une précision à l'œil nu sur plusieurs années. La cérémonie de l'étoile du matin des Skidi Pony. Longtemps avant l'aube, ils attachent une jeune femme à un échafaudage face à l'est. Elle a été capturée lors d'un raid et traitée avec cérémonie et respect pendant des mois. Bien nourrie, vêtue de vêtements rituels, ayant toutes les raisons de croire qu'elle a été honorée. Alors que l'étoile du matin s'élève vers une position spécifique sur l'horizon oriental, la cérémonie commence. Ce qui suit se termine en quelques secondes. Ce qui l'a précédé a demandé des mois de calcul car la cérémonie ne pouvait pas avoir lieu n'importe quel matin. Elle exigeait qu'une planète spécifique, Mars, soit dans une relation particulière avec une autre, Vénus, et les Skidi Ponies suivaient cette relation à l'œil nu depuis des années. La cérémonie de l'étoile du matin est documentée avec une précision ethnographique extraordinaire par James R. Murray, un érudit Pawnee d'origine partielle Skidi, qui a consigné l'intégralité des procédures rituelles, des chants, du contexte cosmologique et du contenu des ballots sacrés entre 1912 et 1921. Son travail a été publié à titre posthume sous le titre Ceremony of the Pawnee par la Smithsonian Institution Press en 1981. L'analyse astronomique du calendrier de la cérémonie a été menée par Von Del Chamberlain dans When Stars Came Down to Earth, Cosmology of the Skidi Pawnee Indians of North America, publié en 1942. La dernière célébration confirmée fut la mise à mort d'une jeune fille, Oglala Lakota, de 14 ans, en 1838, dont a témoigné le missionnaire John Dunbar, dont le récit fut publié plus tard dans le Kansas Historical Quarterly. Mars complète sa période synodique, l'intervalle entre deux positions identiques successives par rapport à la Terre, en environ 780 jours, soit près de 2 ans et 3 mois. Programmer une cérémonie pour qu'elle coïncide avec une apparition matinale spécifique de Mars nécessite de tenir un registre d'observation continue des positions planétaires sur plusieurs années. L'analyse de Chamberlain a confirmé que la cérémonie était calée sur l'apparition matinale de Mars après la conjonction solaire, idéalement lorsque Mars était proche de sa luminosité maximale et s'approchait de Vénus dans le ciel d'avant l'aube.
Les Skidi possédaient les outils pour effectuer ce calcul. Une peau de bison peinte, faisant aujourd'hui partie de la collection du Field Museum de Chicago, est l'une des seules cartes astronomiques amérindiennes confirmées datant d'avant le contact, représentant les Pléiades, la ceinture d'Orion, la Voie lactée et des étoiles brillantes, spécifiques dans des configurations conformes à la tradition cosmologique Skidi. Muri a recensé 16 chants rituels distincts, associés à la cérémonie, chacun correspondant à une phase procédurale spécifique de la préparation. Un niveau de codification musicale et procédurale comparable en structure au Shatapatha Brahmana védique. Chamberlain a identifié que l'étoile du matin dans la cosmologie Skidi ait été comprise comme une figure de guerrier ayant créé le monde en capturant et en sacrifiant l'étoile du soir, ce qui signifie que la cérémonie humaine n'était pas comprise comme un sacrifice à une divinité, mais comme une reconstitution de l'acte créateur originel du cosmos. Le récit du témoin oculaire John Dunbar en 1838 décrit la construction de l'échafaudage, la posture de la victime, le tir à l'arc et le rituel subséquent dans des détails conformes à chaque point du dossier ethnographique de Muri, recueilli 65 ans plus tard, auprès d'informateurs qui n'avaient pas accès au récit de Dunbar. Et le chef Pétalé-Charo était personnellement intervenu en 1817 pour sauver une captive en la détachant de l'échafaudage et en l'emportant à cheval. Un acte célébré dans les journaux américains et récompensé par le président Monroe par une médaille d'argent. Pourtant, la cérémonie s'est poursuivie pendant encore 21 ans après son intervention. Les anthropologues et les historiens expliquent la cérémonie de l'étoile du matin comme un rituel cosmologique complexe dans lequel les Skidi reconstituaient la création mythologique du monde par la confrontation sacrée des forces célestes. Le calendrier astronomique reflète une connaissance indigène sophistiquée des cycles planétaires développés par des générations d'observations systématiques du ciel. La cérémonie renouvelait la fertilité cosmique et agricole, reliant la communauté humaine à l'acte créateur fondateur, encodé dans la théologie Skidi. Mais la précision astronomique requise pour identifier l'apparition matinale spécifique de Mars, après la conjonction solaire, et pour programmer une cérémonie des mois à l'avance pour qu'elle coïncide avec cet événement, exige un almanach planétaire pluriannuel. Chamberlain a confirmé que les Skidi possédaient précisément cela, ce qui signifie qu'une communauté du Nebraska tenait un registre continu du mouvement planétaire suffisamment sophistiqué pour programmer une mort humaine au jour près, en utilisant le même cadre logique que les prêtres astronomes de toutes les civilisations antiques avancées. Chamberlain a également identifié des parallèles entre le système cosmologique Skidi et la mythologie astrale mésopotamienne, qu'il n'a pas pu expliquer totalement par la théorie des contacts. Que ces parallèles reflètent un développement convergent, un substrat partagé plus profond de mythologie astronomique qui précède la séparation géographique des cultures ou toute autre chose, certains chercheurs estiment que cette question n'a pas reçu l'examen qu'elle mérite. La carte du ciel des Skidi est toujours au Field Museum. Elle correspond toujours au ciel. Et la cérémonie qu'elle régissait est terminée, le savoir qui l'a produite a largement disparu. Le dernier praticien est mort depuis longtemps. Nous ne récupérerons peut-être jamais ce qu'il y avait dans le calcul, mais nous pouvons encore lire ce qu'il exigeait.